La commission de veille économique, dans sa réunion hebdomadaire, examine les mesures pour atténuer les effets de la pandémie sur l'économie nationale. Notre pays célèbre la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. « 166 cas de contamination, 54 guérisons et 2 décès, c'est le nouveau bilan de la situation épidémiologique ces dernières 24 heures. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. Avant de passer au développement des titres, le courrier du président de la République, Monsieur Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a adressé aujourd'hui un message de félicitations à son Excellence M. Danny Faure, Président de la République des Seychelles, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le chef de l'État renouvelle la volonté de notre pays à poursuivre les efforts pour le renforcement et le développement des relations de coopération existant entre nos deux pays au service de l'intérêt de nos deux peuples amis. Au chapitre parlementaire, la Commission de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense de l'Assemblée nationale a consacré sa séance tenue aujourd'hui, présidée par M. Jidou Naji Menabe, président de la Commission, à l'examen du projet de loi relatif à la lutte contre la manipulation de l'information. Au cours de la réunion, le comité a suivi une présentation faite par le ministre de la Justice, Dr Hamoud Ramlan, dans laquelle il a souligné les principales dispositions de projet de loi indiquant qu'il vise à lutter contre la manipulation de l'information en général et pendant les périodes électorales, les crises sanitaires et autres crises, quelle que soit leur nature en particulier. Nous restons à l'Assemblée nationale où la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a consacré sa réunion d'aujourd'hui sous la présidence de Mme Zainab Mtetaki à la discussion de 3 projets de loi relatifs aux accords de presse destinés à la construction des infrastructures routières et au financement de projets de développement. Le premier projet de loi concerne l'accord de prêt signé le 5 mars 2020 au Koweït entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe consacré au financement du projet de construction de la route Nema-Nbeket-El-Houach. Le deuxième projet de loi a trait à l'accord de prêt pour le financement du programme d'appui au secteur des micro, petites et moyennes entreprises, signé le 2 février 2020 à Abu Dhabi entre la République islamique de Mauritanie et les Émirats arabes unis, représentés par le Fonds Khalifa pour le développement des entreprises. Quant au troisième projet de loi, il concerne l'accord de prêt destiné à contribuer au financement du projet de la route Tijikja-Kifa-Selibabi, frontière du Mali, signé le 5 mars 2020 au Koweït entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le Fonds arabe pour le développement économique et social. Au cours de la réunion, la Commission a suivi une présentation faite par le ministre de l'économie et de l'industrie, M. Abdelaziz Ould Dahi, dans laquelle il a passé en revue les dispositions essentielles des différents projets de loi, notant l'importance de ces accords pour promouvoir et renforcer le développement économique du pays à travers leur contribution à l'extension du réseau routier national et au financement de projets de développement. La commission de vigilance économique issue du comité interministériel chargé du suivi de la pandémie de la Covid-19 a tenu aujourd'hui sa réunion hebdomadaire sous la présidence du ministre de l'économie et de l'industrie, M. Abdelaziz Ould Dahi. Cette réunion a été consacrée à l'examen des dernières évolutions de la situation économique au niveau national et international. Bokar Baylaba. La réunion du comité de veille économique était consacrée à l'évaluation de la situation économique nationale à l'aune de la pandémie du coronavirus. Une réunion présidée par le ministre de l'économie et de l'industrie, Abdelaziz Ould Dahi. 2 exposés ont ponctué cette réunion. Le premier exposé a été présenté par le ministre des Pêches et de l'économie maritime.
Il s'agit de faire de l'analyse des impacts du Covid-19 sur le secteur halieutique. Nani Ould Chourouka a indiqué que les conséquences de la pandémie sur le secteur des pêches se sont traduites par une baisse accentuée de la production en raison de la baisse de l'offre sur les marchés internationaux. Il a rappelé que des mesures ont été prises pour assurer la continuité de la production à travers des incitations de nature à améliorer les conditions de production et de valorisation des produits de pêche. Il a rassuré que ces mesures se traduiront par des résultats concrets dès la fin du mois de juin. Il a également évoqué les perspectives de développement du secteur et sa contribution à l'allègement des conséquences sociales et économiques de la pandémie à travers l'approvisionnement suffisant des marchés en produits halieutiques et l'organisation d'opérations de large distribution de poissons aux populations les plus démunies. Le second exposé a été présenté par le ministre du Développement rural. Di Ould Zein a souligné les conséquences de la pandémie sur le secteur de l'agriculture et de l'élevage, faisant observer que le plan d'urgence mis en œuvre par le département a contribué à l'accroissement de la production et de la productivité et de répondre aux besoins en semences et en intrants de l'élevage. Il a précisé que ce plan d'urgence servira de noyau pour l'élaboration d'un plan national plus large visant l'autosuffisance alimentaire, particulièrement en produits maraîchers, tout comme il favorisera la création d'opportunités d'emploi dans ces deux secteurs. Pour rappel, la commission de veille économique présidée par le ministre de l'économie et de l'industrie comprend ses homologues des finances, des pêches et de l'économie maritime, du commerce et du tourisme, du développement rural, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et de l'industrie chargé des investissements et du délégué général à la solidarité et à la lutte contre l'exclusion Tahazour, du gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, du conseiller du Premier ministre chargé de l'économie productive et du président de l'Union nationale du patronat mauritanien. Le ministre du Commerce et du Tourisme a participé aujourd'hui par visioconférence aux travaux du Conseil extraordinaire des ministres arabes du tourisme. Conseil consacré aux meilleurs moyens pour faire face au Covid-19 et ses conséquences négatives sur les pays membres du Conseil. Plus de détails avec Abdelrahman Hamadan. L'ordre du jour de cette réunion extraordinaire du Conseil des ministres arabes pour le tourisme, tenu par visioconférence, a été consacré aux meilleurs moyens pour faire face à la Covid-19 et ses conséquences négatives sur les pays membres du Conseil. Dans son intervention, le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Said Ahmed Ould Mohamed, a indiqué que le secteur du tourisme est l'un des piliers sur lesquels la Mauritanie compte pour développer et diversifier son économie nationale. Il a souligné que le secteur, qui vit dans la précarité depuis un certain temps, a subi les conséquences du coronavirus qui ont entraîné la cessation du tourisme et des activités connexes comme les agences de voyage, les transports et la restauration. M. Said Ahmed Ould Mohamed a noté que malgré les grands dégâts causés par la pandémie, la Mauritanie a axé son action sur le volet social, puis la mise en place des stratégies appuyant les autres secteurs économiques, dont celui du tourisme, à travers la recherche de solutions convenables et provisoires afin de créer, après la COVID-19, un secteur touristique durable. Le ministre a invité ses homologues au renforcement de l'action arabe commune dans le domaine touristique, à la mobilisation des ressources financières et à l'encouragement du tourisme intérieur et interarabe pour démarrer durablement le secteur. À l'issue de leurs travaux, les ministres ont formulé plusieurs recommandations portant entre autres sur la coordination des positions des pays, la levée d'interdictions de voyage, la mise en place des plans tenant compte du développement du fléau et d'un retour à la normale, ainsi que l'implication du secteur du tourisme dans toute stratégie visant à le redynamiser. Ils ont appelé à mieux coopérer et coordonner avec l'Organisation mondiale du tourisme ainsi qu'aux échanges d'expériences. Je vous le disais en titre, notre pays a célébré ce mercredi la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. En Mauritanie, les sécheresses récurrentes de ces dernières années ont entraîné une détérioration massive des écosystèmes et de la biodiversité. La ministre de l'Environnement et du Développement durable a prononcé un discours pour la circonstance que je vous propose d'écouter. Chers compatriotes, la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse m'offre l'occasion de revenir sur les principaux enjeux liés à la dégradation des terres. Comme vous le savez,
les sécheresses récurrentes de ces dernières années ont entraîné une détérioration massive des écosystèmes et de la biodiversité. La désertification touche près de 80% du territoire national et la dégradation des terres est estimée à 200 000 hectares par an. Les feux de brousse détruisent chaque année entre 50 000 et 200 000 hectares de pâturage et nos forêts disparaissent à un rythme de 8 000 hectares par an. Mais le climat n'est pas le seul responsable de cette situation. Les pratiques agricoles, pastorales, forestières et minières, ainsi que la pollution et l'urbanisation anarchique, impactent négativement la productivité des terres, la disponibilité des ressources en eau, la biodiversité et la capacité des sols à stocker le carbone. En outre, au-delà des impacts environnementaux, la dégradation des terres accentue la pauvreté, notamment la pauvreté rurale, l'insécurité alimentaire et énergétique, l'exode rural, mais parfois aussi les conflits. Depuis la ratification de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse, notre pays a mis en œuvre plusieurs programmes et projets avec le soutien de nos partenaires techniques et financiers que je souhaite remercier ici pour leur engagement continu à nos côtés. Ces programmes ont permis d'améliorer les techniques de fixation des dunes, de restauration des terres dégradées, de conservation des eaux et des sols et de reboisement. Ils ont aussi contribué à améliorer les conditions de vie des populations grâce aux activités génératrices de revenus, notamment au profit des femmes. Mais il reste encore beaucoup à faire, compte tenu de l'ampleur des défis. Nous devons augmenter le rythme de la restauration des terres et des espaces forestiers dégradés, afin de garantir le maintien des opportunités économiques face à une demande toujours croissante. Ces objectifs figurent parmi les engagements du programme du Président de la République, Son Excellence M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, et elles sont inscrites dans le programme du gouvernement piloté par Son Excellence M. le Premier ministre Ismaïl Ould-Bodda Ould-Cheikh Sidiya. Ces objectifs seront réalisés à travers deux initiatives majeures qui seront mises en œuvre par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Il s'agit tout d'abord de l'initiative de la Grande Muraille Verte que vous connaissez, qui a démarré en 2017 et couvre 6 wilayas, le Trarza, le Brakna, le Tagan, la Saba et les Dohod. Deuxièmement, le nouveau programme national de restauration et de gestion durable des ressources forestières qui vise à restaurer 30 000 hectares de forêt d'ici 2030. Ces deux initiatives devraient contribuer à la réalisation des objectifs de l'agenda 2030 et de l'agenda 2063 de l'Union africaine et aussi de l'accord de Paris sur le climat. Mes chers compatriotes, le coût de la dégradation des écosystèmes a été estimé par les Nations Unies à près de 10% du produit intérieur brut mondial. Aussi, afin d'intensifier les efforts des pays, l'organisation a déclaré la période 2021-2030 décennie pour la restauration des écosystèmes. Notre pays est résolument engagé à poursuivre les investissements publics dans la restauration des écosystèmes dégradés. Mais cet engagement devra obligatoirement s'accompagner d'un changement des modes actuels de production et de consommation qui surexploitent les ressources naturelles. Je mesure toute la difficulté d'une telle démarche, mais je suis convaincue qu'en travaillant tous ensemble, nous trouverons les moyens et les solutions pour relever ce défi. Je vous remercie. Toujours dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la désertification, la ministre de l'Environnement et du Développement durable a pris part par visioconférence à une rencontre de haut niveau rassemblant certains leaders politiques les plus influents du monde dans le domaine de l'environnement. La ministre a exposé la stratégie mise en place par notre pays pour lutter contre la désertification. Aminata Khan revient sur les temps forts de cette rencontre.
C'est à travers une visioconférence que notre pays a participé à cette rencontre de haut niveau mise en place pour célébrer la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Les sécheresses récurrentes de ces dernières années ont entraîné une détérioration massive des écosystèmes et de la biodiversité. La ministre de l'Environnement et du Développement durable a indiqué que depuis la ratification de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification en 1996, que notre pays a mis en place plusieurs programmes et projets qui ont permis d'améliorer les techniques de fixation des dînes ainsi que la restauration des terres dégradées. En matière d'environnement, alors d'ores et déjà, nous, la question environnementale, elle est déjà bien intégrée dans la stratégie de développement du gouvernement et également dans la stratégie nationale pour l'environnement et le développement durable qui intègre l'ensemble des ODD et qui intègre également les objectifs de l'accord de Paris. Et dans ce contexte, donc, nous sommes en train de travailler pour, je dirais, durcir l'application d'un certain nombre de réglementations qui ont trait à la lutte contre le braconnage et à la lutte contre la déforestation, à travers également des mesures de sensibilisation et d'amélioration de la collaboration au niveau local pour pouvoir mettre en œuvre et réduire le braconnage et la déforestation qui sont des enjeux très importants en Mauritanie. Nous allons également poursuivre les programmes de restauration des habitats et de maintien de la biodiversité et bien entendu poursuivre les programmes de reboisement et de restauration des terres et des écosystèmes dégradés, notamment à travers la poursuite de la mise en œuvre de l'initiative de la Grande Muraille Verte. Mais nous avons également défini, avec l'appui de la FAO et d'autres partenaires, un nouveau programme national de restauration et de gestion durable des ressources forestières. La ministre a aussi précisé que les initiatives telles que la Grande Muraille Verte, qui a démarré en 2017, et du nouveau programme national de restauration et de gestion durable des ressources forestières visent à la restauration de 30 000 hectares de forêt à l'horizon 2030. Le tracé de la Grande Muraille Verte porte sur 7600 km de long. La décennie qui vient de s'écouler a permis de restaurer sur l'ensemble des 11 pays 3 600 000 hectares, mais qui ont été financés en grande partie sur... Notre pays est engagé à poursuivre des investissements publics dans la restauration des écosystèmes dégradés qui devraient être accompagnés d'un changement des modes actuels de production et de consommation qui surexploitent les ressources naturelles. Comme annoncé dans les titres, la situation épidémiologique relative au Covid-19 a été caractérisée ces dernières 24 heures par 166 nouveaux cas, 54 guérisons et 2 décès. C'est ce qu'a relevé le directeur de la santé publique, Dr Sidoul Zahaf, dans son point de presse quotidien. Chers citoyens, chers journalistes, bienvenue au point de presse quotidien sur la situation du Covid dans notre pays, marqué ce jour par l'enregistrement de 166 cas nouveaux, dont 163 de cas contacts, 2 cas communautaires et un cas importé. Nous avons enregistré également la guérison de 54 personnes qui étaient sous traitement, sous observation plutôt, et 2 cas de décès, rahmatullahi alayna wa alayhim. Ainsi, le nombre de cas a atteint 2223, dont 2146 de cas contacts, 67 communautaires, 10 importés, et le nombre de guérisons a atteint 427. Et malheureusement, on déplore 95 décès. Les cas en observation aujourd'hui sont au nombre de 1701, dont 1557 sans signe, 136 avec des symptômes légers et 8 en situation grave. Pour ce qui est du dépistage, on a enregistré 1719 tests au cours des dernières 24 heures, dont 159 tests de suivi et 1560 de diagnostic, répartis ainsi qu'il suit entre les régions. 847 tests à Nouakchott, 103 au Had Sharqi, 53 à Nadrar, 16 au Brakna, 52 au Gorgol, 52 au Guidimaka, 86 au Had Larbi, 29 à Nouadhibou, 6 au Tagan, 64 au Trarza et 252 au Tirzamou.
Les nouveaux cas se répartissent ainsi qu'il suit entre les Muqata'a, 2 cas à Kaïdi, 1 à Djigani, 6 à Nema, 2 à Ayoun, 9 cas à Darnaï, 5 à Teret, 29 à Toujouni, 9 au Oxa, 1 cas de Sabha, 25 de Tevrak Zainab, 39 d'Arafat, 3 d'Elmina, 7 cas de Riyad, 7 de Boutilimit, 3 de Rosso et 18 de Zouerat. Je disais que dans les données que nous présentons quotidiennement, parfois on annonce des cas dans certaines Muqata'a, alors que les autorités administratives et sanitaires de la Muqata'a ne sont pas au courant de tels cas et n'ont même pas procédé au dépistage. Et donc cette situation est due essentiellement à ce que les tests de dépistage se font effectivement par les équipes de Muqata'a, les équipes mobiles ou les équipes dans les structures de santé, mais ils sont effectués également par les hôpitaux. Et dans les hôpitaux, on se base sur les dossiers des malades. Et donc souvent, dans ces hôpitaux, il y a des malades qui proviennent de certaines Muqata'a, et dans leur dossier, il est écrit que leur provenance est telle Muqata'a. Et donc, quand on découvre une infection Covid chez ces patients, alors on les enregistre dans la Muqata'a concernée. Et donc, c'est souvent des cas qui sont testés dans les hôpitaux et rapportés selon l'adresse de leur Muqata'a d'origine. Et le plus souvent, c'est ça qui fait ce différent, cette situation où quand on annonce un résultat alors que les locaux ne sont pas au courant de tel cas. Le président du Mécanisme national de prévention de la torture a participé aujourd'hui à la 41e session du sous-comité des Nations Unies pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Compte rendu de Abdelrahman Hamadan. La 41e session ordinaire du sous-comité des Nations Unies pour la prévention contre la torture s'est tenue aujourd'hui par visioconférence et le mécanisme national de prévention de la torture y a participé pour discuter avec ses homologues des mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus en Afrique. Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie de la COVID-19, le mécanisme national de prévention de la torture a adressé des courriers aux autorités concernées afin de prendre les mesures préventives adéquates dans les lieux de privation de liberté. Ensuite, nous avons reçu l'avis du sous-comité de prévention de la torture des Nations Unies relatif aux mesures à prendre par les États parties ainsi que par les MMP. Avis que nous avons transmis à son Excellence le Premier ministre qui préside la commission interministérielle de lutte contre la COVID-19 et aux différentes autorités concernées. En application de l'avis du SPT et dans le cadre de nos activités régulières, conformément à notre mandat, nous avons entrepris dès le début des visites inopinées à tous les lieux de privation de liberté, tout d'abord ceux situés dans la capitale Nouakchott, la prison de Darnaïm, la prison centrale, la prison des femmes, les centres d'accueil et de réinsertion des enfants en conflit avec la loi, ainsi qu'à certains lieux de privation de liberté à l'intérieur du pays. À la suite de ces visites, l'MMP s'est assuré que les mesures adéquates ont été prises, notamment l'usage des produits antiseptiques et détergents, l'usage des gants et des masques, et les visites parentales ont été réduites dans un premier temps à la moitié et ensuite supprimées totalement avec le consentement des détenus afin d'éviter la contagion extérieure. Les participants ont discuté de plusieurs questions relatives au rôle et mission des mécanismes de lutte contre la torture en Afrique. Rappelons que le mécanisme national pour la prévention de la torture a pour mission d'effectuer des visites organisées, programmées ou inopinées sous préavis dans tout endroit où se trouvent ou peuvent se trouver des personnes privées de liberté. Il s'agit donc de s'enquérir de leurs conditions de détention et de s'assurer qu'ils n'ont pas été soumis à la torture ou à toute autre peine ou traitement dégradant ou inhumain, et c'est conformément aux règles de procédure interne du mécanisme.
Pour soutenir notre pays dans sa lutte contre la pandémie du Covid-19, le Koweït a offert au département de la santé un lot de matériel destiné à accompagner le personnel médical dans cette lutte. Ce don a été réceptionné par le conseiller du Premier ministre chargé des Affaires sociales, Aminata Khan. Le peuple koweïtien appuie notre pays dans sa lutte contre la pandémie de la Covid-19. Ce don, composé des équipements médicaux pour la protection du personnel de santé, va sans nul doute renforcer les efforts déjà entrepris par les pouvoirs publics. Ce don qui vient à point nommé et qui est composé de plusieurs parties dont la plupart iront très certainement dans le sens à protéger le personnel médical, puisqu'il y a une grande partie qui est dans la PCI, les blouses, les bottes, les gants, etc. et du gel hydroalcoolique. Nous vous remercions beaucoup pour ce geste qui nous va droit au cœur, mais nous vous demandons de transmettre au peuple koweïtien tout le respect que nous avons pour le peuple koweïtien. Cela va sans dire que nous ne pourrons jamais nous lasser de rappeler, dès que l'occasion se présente, que les mesures barrières restent toujours de mise. Le directeur adjoint de l'association d'aide directe koweïtien, Toulouba Vakri, a indiqué que notre pays et l'État du Koweït partagent d'excellentes relations d'amitié et de coopération. Il a en outre loué les efforts fournis par notre pays pour endiguer la pandémie. Le conseiller du Premier ministre a mis à profit cette visite pour vérifier un échantillon d'une visière fabriquée par un jeune Mauritanien. Pour vaincre la pandémie de la Covid-19, nous devons unir nos efforts et nos expertises. Le secrétaire général du ministère de la Culture et de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement a supervisé dans les locaux de l'autorité de régulation de la publicité la cérémonie de remise de la première licence d'entrepreneuriat en publicité. Cette cérémonie donne le coup d'envoi aux activités d'organisation et de régulation du secteur de la publicité en conformité avec la loi. Bokar Bailaba. L'objectif de la délivrance de la première licence d'entrepreneuriat en publicité est de réglementer et de contrôler le secteur sur la base d'un dispositif juridique. En d'autres termes, il s'agit d'accompagner le développement de la communication en plein essor dans le pays. Ainsi, l'autorité de régulation de la publicité a voulu s'inscrire dans une optique de réglementation de la publicité à l'image de ce qui se fait de meilleur dans le monde. Supervisant la cérémonie, le secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Dr Ahmedou Adahir Khtera, a indiqué que la loi organise la profession de publiciste sur des bases modernes et des critères techniques qui garantissent une uniformisation des règles et une professionnalisation du secteur. À son tour, la directrice générale de l'autorité de régulation de la publicité, Assia Abderrahman, a souligné que l'organisation de la publicité et de ses acteurs contribuera à encourager l'investissement dans ce secteur prometteur et aura des incidences positives sur le paysage médiatique national. Pour rappel, la création de l'autorité de régulation de la publicité intervient en application de dispositions de la loi numéro 017-2018 portant sur la publicité et de ses textes d'application pour répondre aux besoins dictés par l'essor de la communication et de l'information. Le secrétaire général de la Commission nationale pour l'éducation, la culture et les sciences, Dr Ismaël Chouaib, a participé ce matin par visioconférence au sommet extraordinaire des ministres de la culture des États membres de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, organisé sous le thème « Durabilité de l'action culturelle face aux crises Covid-19 ». La conférence vise à explorer l'action culturelle future et le tourisme numérique dans le monde islamique, à développer une action culturelle conjointe et à utiliser des applications d'intelligence artificielle au profit du domaine culturel. Le secrétaire général de la Commission nationale pour l'éducation, la culture et les sciences a souligné que la culture est le vaisseau spirituel, social et économique qui anime l'histoire. Ainsi, l'initiative de l'ICESCO est au cœur des priorités du programme du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, qui accorde une importance particulière à la culture et la considère comme un bouclier
pour les peuples contre toutes les manifestations de sous-développement et de dégradation et un vaste espace de solidarité dans des circonstances exceptionnelles comme celles dans lesquelles nous vivons actuellement. Un comité du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation a supervisé hier la réception d'un premier lot de 100 voitures destinées au ramassage des ordures dans le cadre du programme de collecte des ordures ménagères du programme Priorité Aoulaouyati. 33 municipalités bénéficient de cette composante du programme, y compris la création d'opportunités d'emploi pour les groupes vulnérables. La couverture financière allouée au programme atteint plus d'1,6 milliard d'anciennes ouguiya et offre également 2100 opportunités d'emploi pour la collecte et le traitement des déchets ménagers. Ce programme permet de contribuer au nettoyage des villes et des villages afin de réduire les risques sanitaires résultant l'accumulation des déchets. Le Wali de Nouakchott-Ouest a supervisé aujourd'hui le démarrage de la distribution de 850 kits alimentaires au profit des populations de la commune de Sabra. L'événement a été l'occasion pour le Wali de Nouakchott-Ouest et le maire de Sabra de rappeler l'importance du respect des décisions prises par le gouvernement pour juguler l'expansion de la pandémie du coronavirus. Mamadou Gueye. Stopper la montée en flèche de la contamination du coronavirus dans la commune de Sabra. C'est l'objectif que vise cette opération de distribution de 850 kits alimentaires et de matériel de protection aux populations et aux centres de santé. Cette contribution de la commune et de la Fédération de commerce est une participation aux efforts de lutte que mène le pays pour freiner l'avancée de la pandémie. Le kit comprend des aliments de base, le riz, l'huile, les pâtes et le sucre, remis aux populations vulnérables. Quant aux centres de santé, d'importants lots de médicaments et matériel de protection permettront d'améliorer les prestations sanitaires. Dans le mot qu'il a prononcé à cette occasion, le Wali de Nouakchott-Ouest, Abdelrahman Hassan, s'est félicité de l'action de la commune et de la Fédération du commerce qui entendent participer efficacement aux efforts de lutte contre le Covid-19. Il a ensuite félicité les populations de la commune de Sabra pour les sacrifices qu'elles consentent pour renforcer les mesures de précaution contre la pandémie, notamment au niveau du respect des règles d'hygiène et de sécurité. Le Wali a ensuite expliqué les nouvelles décisions qui sont prises dans l'intérêt supérieur des populations, à savoir fermeture de tous les marchés et magasins de la commune à partir de 17h. Et pas de jour de marché et de magasin de commerce le vendredi. Et cela pour permettre au nettoiement total de ces endroits. Le maire a pour sa part indiqué que le port du masque est désormais obligatoire sur l'étendue de la commune de Sabra. Des actions vont être menées au niveau des centres de santé et des mosquées, en plus d'une intense campagne multiforme de sensibilisation sans stigmatisation. En général, la commune de Sabra a mis en place un plan d'action qui est de faire un arrêté municipal pour rendre le port des masques obligatoire dans l'espace public. Nous allons fournir chaque semaine au personnel médical de tous les centres de santé de la commune des masques, des gants et du gel hydraulique pendant 2 mois. Nous allons fournir chaque semaine à tous les centres de santé un stock suffisant de savon, d'eau de javel pendant 2 mois. Nous allons constituer et former une équipe de 18 jeunes qui seront des relais communautaires dans la sensibilisation et la coordination. Nous allons installer de grandes affiches de sensibilisation dans l'espace public, mettre en place une équipe mobile de communication par haut-parleur afin de diffuser des messages officiels du ministère de la Santé. Nous allons fournir aux mosquées les messages officiels d'information du ministère de la Santé afin qu'ils soient diffusés au moins une fois après chaque prière. Et nous allons offrir une ration alimentaire d'1 mois pour toute famille comptant au moins un membre positif au Covid-19 et également des masques pour tous les habitants de la maison.
La commune de Toujounine, en coopération avec les associations de la société civile, a organisé aujourd'hui une campagne de sensibilisation sur les dangers de la pandémie de la Covid-19. Le maire de la commune de Toujounine, Dr Mohamed Emenoul Chouaib, a saisi l'occasion pour mettre en exergue que cette campagne de 10 jours passera par tous les quartiers de la Moukata. Des masques et des produits d'hygiène ont été distribués aux habitants de Toujounine. Nous refermons ce journal par la wilaya de l'Adrar, où les structures sanitaires de la wilaya sont dotées du matériel dépistage pour la Covid-19. 7 décès sont survenus dans la localité d'El Meddah. La direction de l'action sanitaire de l'Adrar enquête sur les conditions dans lesquelles ont eu lieu ces décès. Rabia Adeda. Le centre hospitalier d'Adrar est prêt pour prendre en charge d'éventuels cas de Covid-19. Toutes les Moukata de l'Adrar sont dotées de matériel de dépistage de la Covid-19. Les équipes de riposte sont sur place et en contact avec les équipes de la Moukata et qu'ils sont dotés de leur équipement de protection et leur matériel de détection pour le Covid. Actuellement, toutes les Moukata en disposent des tests de rapide pour le dépistage contre le Covid pour les cas suspects. Et on a des sites d'isolement au niveau de toutes les Moukata, les 4 Moukata, Oujeft, Ouadane, Singiti et Atar. Et on a aussi un site d'isolement au niveau du centre hospitalier qui est un site de la prise en charge des cas de Covid. Actuellement, quand même, on n'a pas de problème particulier par rapport à la gestion des cas. Et tous les cas aussi sont asymptomatiques, alhamdoulilah. Et les dépistages se poursuivent. Et chaque jour, on envoie au niveau national des cas dépistés, soit positifs ou négatifs, au niveau central. On déplore le décès de 7 personnes âgées au niveau de la localité d'El Meddah, dans des conditions jugées par certains de non claires. La direction de l'action sanitaire de la wilaya de l'Adrar, notre avis. Le médecin-chef m'a tenu informé ce matin par rapport aux décès qui sont survenus dans la commune de Meddah et la commune de Meddah dans 2 localités, c'est-à-dire Igleitat et Grat-Lavrache. Ils sont au nombre de 7 décès. Et d'ailleurs, je l'ai eu au téléphone, il m'a tenu informé que parmi les 7 décès, 4 entre eux ont été testés avant qu'ils se décèdent et tous négatifs. Et ils présentaient aussi des pathologies associées, l'hypertension, le diabète et l'insuffisance hépatique. Et pour rappel quand même que dans cette période, il y a une chaleur forte au niveau de la wilaya, en particulier au niveau de la Moukata d'Aoujeft, surtout dans la commune de Meddah, qui a avoisiné 47-50 degrés. Donc qui dit peut-être que c'est lié à une faiblesse de ces personnes âgées, associée à des coups de chaleur. Certainement, ils vont faire une déshydratation, plus leur pathologie associée, donc qui peut être la cause du décès. Pour rappeler encore que les 4 décès qui ont été testés négatifs, leurs entourages aussi ont été testés tous négatifs. Une enquête est encore en cours pour élucider la cause du décès des 3 autres cas de la localité d'El Meddah. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. La commission de veille économique, dans sa réunion hebdomadaire, examine les mesures pour atténuer les effets de la pandémie sur l'économie nationale. Notre pays célèbre la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. « 166 cas de contamination, 54 guérisons et 2 décès. C'est le nouveau bilan de la situation épidémiologique ces dernières 24 heures. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programmes sur El Mauritania.